Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Logique sociale. Collection dirigée par Bruno Pequigno. En réunissant des chercheurs, des praticiens et des essayistes, même si la dominante reste universitaire, la collection Logique sociale entend favoriser les liens entre la recherche non finalisée et l'action sociale. En laissant toute liberté théorique aux auteurs, elle cherche à promouvoir les recherches qui partent d'un terrain, d'une enquête ou d'une expérience qui augmente la connaissance empirique des phénomènes sociaux ou qui propose une innovation méthodologique ou théorique, voire une réévaluation de méthodes ou de systèmes conceptuels classiques. Des ERNIERES parution. Bruno Bouet. Entre déclinisme et autochtonie, le Parc national de la Réunion au défi des inégalités environnementales, 2022. Claude Vautier, Sociologie et Relations, 2022. Dounia Moukaddam, L'émergence de l'identité professionnelle dans la formation enseignante, 2022. Georges Jourdam, L'emploi sous perfusion. Les aides de l'État français aux entreprises et au public cible, 2022. Baudry ROCQUIN, L'invention de la sociologie et de l'anthropologie sociale, 1789 à 1940. Les filles de la Révolution, 2021. Corinne Berger, Jean-Luc Roch dans l'ombre de la ruralité. Entre mélancolie et résistance, 2021. Sébastien Jakubowski, Sociologie politique de Villeneuve d'Ascq, 2021. François Cardy, Photographie et sciences sociales. Essai de sociologie visuelle, 2021. Vincenzo Cicchelli et Sylvie Octobre, Une jeunesse crispée, le vivre ensemble face aux crises globales, 2021. Julien Cueil, La classe à l'épreuve du distanciel. Enquête sur le lycée numérique, 2021. Anna-Livia Marchionni, Une socio-anthropologie du syndrome d'Asperger. Regards obliques sur le monde moderne, 2021. Lynn Spielmann, Arrêt maladie, pratique, discours, représentation dans le secteur de l'aide à domicile et des musiques actuelles, 2021. Thierry Benoît, Bertrand Mertens, Agir contre le chômage de longue durée. Une nouvelle pédagogie, Les ateliers du changement 2021. Ce volume est issu d'une habilitation à diriger les recherches en sociologie et anthropologie, 3e vol, soutenu à l'Université Lyon 2 en novembre 2019, avec Michel Croce comme garante, le soutien du Laboratoire d'anthropologie des enjeux contemporains, et au jury, Laetitia Atlanidio, Jean-Philippe Heurtin, Cécile Legui, Samuel Lézé, Olivier Servet et Patrick Vattier. Il a aussi reposé sur la préparation de mes enseignements à l'EHESS, l'University of Kent, l'ICP et les universités de Strasbourg et de Lorraine. Je tiens ainsi à remercier tout particulièrement Michel Croce, sans laquelle cet ouvrage n'aurait pas été envisagé, ainsi que les membres du jury de mon HDR, les collègues m'ayant confié ces cours et tous ceux qui, y ayant assisté, ont contribué par leurs remarques à des approfondissements. Ma reconnaissance va spécialement à ma mère Marie-Catherine Trigeau, qui a relu les épreuves de ce livre, et à mon père Jean-Marc Trigeau, qui m'a transmis en langue paternelle, celle du questionnement philosophique. Avant-propos. Aux origines de ce livre repose l'idée d'un retour aux fondamentaux des sciences humaines et sociales, pour réfléchir à leur application au terrain d'aujourd'hui. En effet, la connaissance de l'histoire et de la théorie de ces disciplines est de plus en plus exigée dans la préparation des concours ou examens universitaires. Parallèlement, un grand nombre de professions requièrent une compréhension fine des problématiques du monde social. Pour apporter cette compréhension, elles font parfois appel à la recherche. D'où l'idée de proposer un retour à l'épistémologie des sciences sociales pour concourir de façon fondamentale autant que pratique, à l'une et l'autre de ces mises en œuvre. Ce livre traite aussi du rôle actuel de deux disciplines liées au sein des sciences humaines et sociales, soit l'anthropologie et la sociologie. Il examine l'intérêt et les limites de leurs apports, en parcourant les concepts et théories majeures de leur histoire afin de discerner les enjeux épistémologiques du maniement des outils qui leur sont propres, et de fournir des éléments utiles à l'étude du monde social. Il revisite l'histoire et les développements théoriques de tendances ayant pu s'opposer, ou se compléter. Les démarches ayant voulu privilégier l'assise d'un regard concentré sur les faits,
celle ayant voulu renouer avec l'analyse philosophique des formes sociales dépassant ces faits, enfin celle ayant voulu réconcilier l'attention à l'un et au collectif dans une proposition nomothétique. Il invite à comprendre en quoi ces théories ont pu guider l'élaboration des méthodes de la sociologie et de l'anthropologie, et surtout, de ce que nous qualifierons de science du témoignage. Rarement qualifiées comme telles, ces dernières jouent un rôle heuristique en tenant lieu de milieux interdisciplinaires connexes et indissociables de la socio-anthropologie. Confronté à l'étude du témoignage en effet, le chercheur se voit souvent obligé à repenser des postulats des sciences humaines et sociales, dont la portée dépasse largement ces disciplines. Cela incite en particulier à interroger la façon dont les sciences humaines et sociales se rapportent aux faits, en observant les multiples voies épistémologiques qu'elles ouvrent alors. Cette confrontation à l'objet complexe du témoignage, qui bat en brèche les clivages attendus de l'histoire de la sociologie et de l'anthropologie, pour introduire des remaniements ad hoc de leurs théories comme de leurs méthodes, révèle les lieux les plus profonds des problématiques classiques de cette histoire disciplinaire. Et l'objet du témoignage, qui échappe aux méthodologies simplistes et réconcilie les théories les plus opposées, conduit aussi à revoir sous un jour nouveau l'application des méthodes des sciences humaines et sociales au terrain sensible. Certaines approches, phénomènes épistémologiques miroirs de ces sciences du témoignage, appellent spécialement aujourd'hui à la réflexivité, sous l'effet de l'intérêt pour de toujours plus nouveaux terrains sensibles ou bloqués par des contraintes interdisant le recours aux méthodes usuelles. Via la rencontre de ces terrains sensibles, il est finalement question de mettre la théorie à l'épreuve de la pratique, et de tâcher de discerner quelles méthodes d'enquête et d'analyse peuvent, tout en respectant de stricts critères de scientificité, permettre d'appréhender au mieux ces terrains dans toutes leurs limites. Ceci n'est donc pas un ouvrage contre la méthode telle que Paul Feyerabend, 1975, l'aurait proposé en défendant le relativisme. Il n'y est pas pour autant question de définir celle-ci de façon pratique, mais plutôt de revenir à ses fondements de façon réflexive. Introduction. Reprendre la question, qu'est-ce que l'épistémologie des sciences sociales ? L'approche épistémologique constitue le premier levier de cette investigation qui cherche à revenir sur les fondements des sciences humaines et sociales, pour déterminer les outils à employer dans l'enquête socio-anthropologique en terrain sensible. Cela ne s'entend pas sans préciser la méthode scientifique requise. En effet, on qualifie souvent l'épistémologie de philosophie des sciences, or cette définition est à la fois juste et réductrice. Rappelons tout d'abord rapidement le sens étymologique des termes grecs des épistèmes, soit de science, mais surtout de connaissance, et de logo, ou de parole, de discours et par extension, ne l'oublions pas, d'étude. L'épistémologie est donc premièrement un discours et une étude portant sur la science. On pourrait la résumer à une science des sciences, mais là encore, ce que l'on entendrait par science conduirait à de nouveaux problèmes de définition. D'où l'intérêt de considérer ce qui peut constituer un discours sur la science. Tel qu'il est classiquement envisagé, celui-ci peut revenir à une description de l'état de la connaissance scientifique, une classification situant les sciences les unes par rapport aux autres, une histoire des sciences, ou encore une théorie de la connaissance scientifique. Or revenir sur la façon dont différents auteurs ont emprunté ces chemins concourt à dévoiler en quoi consiste l'épistémologie des sciences humaines et sociales, et pourquoi celle-ci est utile à notre propos. La description en épistémologie. Le premier pas de l'épistémologue relève généralement d'une description de l'état de la connaissance scientifique. Activité de sens commun, la description implique un mouvement de l'esprit qui voudrait que, pour définir, l'on commence par décrire. Comme le développe Hegel dans la phénoménologie de l'esprit, cette description, Beschreibung, constitue le premier moment de l'observation des choses, moment qui trouve ses limites dans la nécessité de dépasser la contingence à laquelle nous limite la simple description, idem 207 à 208. Néanmoins, Hegel attire l'attention sur le fait que ni l'observation ni la description ne se restreignent à celles des faits empiriquement ou extérieurement observables, mais qu'elles visent tout aussi bien les opérations de l'esprit, idem 204 SQUARE. D'où l'importance de la description pour comprendre les modes de détermination de la connaissance scientifique, et donc des sciences elles-mêmes, et non pas seulement de leurs objets. La méthode de la description complète et de l'histoire exacte de chaque chose en particulier
fut en vogue au XVIIIe siècle, si l'on pense à l'Histoire naturelle de Buffon, 1749 à 1789. Si ce dernier emploie le terme d'histoire, il se prête surtout à une démarche descriptive. Il ne décrit pas seulement les espèces animales ou végétales ou les minéraux, mais aussi les méthodes qui doivent s'y employer. En ouvrant son propos par un discours sur la manière d'étudier et de traiter les sciences naturelles, il met en avant le principe d'une description dont il rappelle les exigences. Le style même de la description doit être simple, net et mesuré. Il n'est pas susceptible d'élévation, d'agrément, encore moins d'écart, de plaisanterie ou d'équivoque. Représenter naïvement et nettement les choses, sans les charger ni les diminuer, et sans rien y ajouter de son imagination, est un talent d'autant plus louable qu'il est moins brillant et qu'il ne peut être senti que de personnes capables d'une certaine attention nécessaire pour suivre les choses jusque dans les petits détails. Idem 34. Le projet d'une représentation nette des choses fut aussi poursuivi par l'Encyclopédie, 1751 à 1772, dont René Hubert rappelle à quel point les ambitions de bilan de la connaissance humaine présidèrent à l'essor des sciences sociales, 1923-364. La description repose encore aujourd'hui au fondement de la méthodologie des sciences humaines et sociales, que ce soit en sociologie, en anthropologie ou en histoire, tels que les auteurs rassemblés autour de Giorgio Blundo et Jean-Pierre Olivier de Sardan le montrent dans un ouvrage dédié à cette pratique 2003. Comme le remarque Elena Russo, ce procédé descriptif n'est d'ailleurs pas aussi naïf qu'il peut le paraître, en étant autant rhétorique qu'outil épistémique, 2011, 853. Mais surtout, ainsi qu'Hegel l'avait annoncé et que R. Hubert et E. Russo le constatent, il ne manque presque jamais de céder la place à un second type d'effort épistémologique, celui de la classification. La classification des sciences. La classification est également un processus cognitif mobilisé dans l'étude des sciences. On la retrouve aux origines de l'épistémologie, dans la philosophie grecque antique. Sylvain Auroux, 1990, analyse cet usage chez Aristote et ses successeurs. Dans les Topiques, l'éthique à Nicomaque et la métaphysique, Aristote établit une classification des sciences qui guidera longtemps les théoriciens des sciences, et à laquelle les épistémologues se réfèrent encore aujourd'hui. Au sein des sciences, épistème, Aristote distingue en effet trois catégories, les sciences pratiques, les sciences poétiques et les sciences théorétiques, dont un tableau synoptique élaboré au moyen des analyses d'Auroux, 1990-2313 et de Jean-Pierre Cotten, 1990, éclaire la distinction. Cette typologie aristotélicienne est emblématique de la façon dont l'épistémologie peut consister en une classification des sciences. Elle lève le voile sur un premier embarras de l'épistémologue, lorsqu'il s'agit de soumettre les sciences humaines et sociales à une classification de cet ordre. En effet, si ces sciences ont pour ambition de se ranger parmi les sciences théorétiques, en raison de l'objectivité imposant aux chercheurs une certaine attitude de neutralité contemplative dans la recherche du savoir, certaines évolutions conduisent à percevoir qu'elles peuvent aussi prendre des tournures pratiques ou poétiques, comme des recherches récentes conduites sous la direction de Claude Calame et de Mondé Kilani 1999 l'ont montré. Ceci incite alors à envisager, à l'instar de Bernard Valade, une épistémologie des sciences sociales attentive à la fois à la classification et aux classificateurs 2003, 123-135. L'histoire réflexive des sciences. Une science des sciences peut encore prendre une voie historique. Dans le champ de l'histoire des sciences humaines et sociales, on note l'existence de nombreux ouvrages, comme, pour ne prendre que quelques exemples, ceux de Paul Mercier, Histoire de l'anthropologie, 1966, de Charles-Henri Cuin, François Grelle et Ronan Hervouet, Histoire de la sociologie, de 1789 à nos jours, 1992, de Robert de Liège, Une histoire de L'. Anthropologie école, auteur théorie, 2006, de Robert Bourré, Les sciences humaines et sociales en France, une approche historique, 2007, ou de Florence Weber, Brève histoire de l'anthropologie, 2015. Cette histoire repose rarement sur une simple démarche descriptive. Au contraire, elle vise le plus souvent la réflexivité sur la théorie scientifique et ses déterminants. C'est de façon caractéristique ce qui ressort de l'approche de Thomas Kuhn qui procéda à une histoire de l'évolution scientifique dans son ouvrage La structure des révolutions scientifiques, 1972,
en commençant par remettre en cause une histoire qui ne se voudrait que recueil d'anecdotes et de chronologie, pour proposer elle l'ébauche d'un concept tout à fait différent de science pouvant émerger du bilan historique de l'activité de la recherche elle-même. 1970 INT. Kuhn définit aussi l'histoire des sciences comme une discipline qui établit la chronique à la fois des apports successifs et des obstacles qui ont inhibé l'accumulation des techniques scientifiques et des connaissances. Idem 2. Un autre philosophe des sciences, Alexandre Koyré, défendra aussi le principe d'une histoire des sciences prenant en considération autant les réussites que les erreurs scientifiques, 1966-14. L'œuvre de Georges Gusdorf s'inscrit également dans cette démarche réflexive, où le chercheur étudie en profondeur les conditions historiques de la production du savoir comme sa portée. En effet, Gusdorf consacra le premier tome de son Histoire des sciences humaines en Occident, Les sciences humaines et la pensée occidentale, t. 1 de l'Histoire des sciences à l'Histoire de la pensée, 1977, à retracer au-delà des sciences elles-mêmes, l'histoire de la pensée. Il s'agit pour lui d'éconduire une attitude qui masquerait la réalité derrière un nuage de faits, attitude que l'auteur qualifie sans détour de pathologie de la raison, sorte de purgatoire et perte de temps 1977-160, pour définir dans toute son ampleur une histoire des sciences conscientes d'elles-mêmes et appelée à devenir une discipline maîtresse de la culture, idem 317. Il entend ainsi s'engager dans une réflexivité totale, tant historique qu'historiographique, sans faire l'impasse sur la dimension humaine. Aussi n'hésite-t-il pas à proposer une épistémologie compréhensive de la réalité humaine, ibidem 178 à 183. D'où un argumentaire très développé, constituant presque un plaidoyer, invitant le savant à reconnaître l'indispensabilité de l'histoire des sciences, du point de vue de la scientificité, mais aussi d'une déontologie imposant l'humilité vis-à-vis des prédécesseurs, comme la modération quant aux idéologies militantes pouvant déséquilibrer l'étude, ibidem 310 à 316. Cette dernière compréhension d'une histoire des sciences se voulant réflexive, introduit à une ultime démarche, qui met l'analyse critique au cœur du travail et qui concourt à préciser les termes de l'ambition épistémologique de cet ouvrage. Une théorie de la connaissance scientifique. L'épistémologie des sciences peut aussi vouloir ériger l'analyse critique au niveau d'une théorie de la connaissance scientifique. On retrouve dans cette veine la proposition de Georges Van Riet, 1916 à 1998, qui dans son traité d'épistémologie thomiste, spécifie que l'épistémologie, quelle que soit son orientation, a pour but d'établir les conditions, la valeur et les limites de la connaissance humaine, 1946-637. Ici, la théorie de la connaissance l'emporte, suivant une acception courante en philosophie. Elle vise le dépassement des démarches de la description, de la classification ou de l'histoire des sciences, par une analyse philosophique, qui implique donc la considération critique des conditions, valeurs et limites de la connaissance. On observe d'ailleurs des développements à ce sujet, ayant pu différer selon les aires culturelles et géographiques, avec notamment une tonalité anglo-saxonne devant être précisée. Ainsi que le souligne Denis Vernant, dans l'Encyclopédie philosophique universelle, 1990-813, les usages du terme épistémologie varient spécialement selon les milieux français et anglo-saxons. En anglais, on vise généralement par le terme d'épistémologie une étude de la connaissance se distinguant de ce que l'on qualifie de philosophy of science, tandis qu'en France, il semble que l'histoire récente est faite de L'. Épistémologie, une théorie de la connaissance ou gnoséologie qui se concentre surtout sur le devenir effectif des sciences, au regard de leurs évolutions contemporaines, ibidem. Quelle épistémologie pour discuter des fondements théoriques et méthodologiques des sciences sociales, et de leur application en terrain sensible. Cette dernière acception, d'une épistémologie comme théorie critique de la connaissance, est fréquemment mobilisée par ceux qui, confrontés à des problèmes théoriques et méthodologiques, s'engagent dans l'analyse réflexive de la valeur et des limites de leur approche. Plusieurs exemples ressortent ainsi en philosophie des sciences humaines, comme l'étude d'Alban Bouvier intitulée Philosophie des sciences sociales, le point de vue argumentativiste en sciences sociales, 1999, l'épistémologie des sciences sociales de Jean-Michel Berthelot, 2001,
l'ouvrage de Jocelyn Benoît et Bruno Carcenti sur la difficulté du dialogue entre phénoménologie et sociologie, 2001, la réflexion de Bernard Lahire sur le monde pluriel, Penser l'unité des sciences sociales, 2012, et l'étude de Salvador Juan sur l'École française de socio-anthropologie, 2015. En anthropologie, Edmund Leach n'hésita pas à vouloir repenser l'anthropologie 1966 en remettant en cause les concepts et théories les plus convenus de la discipline. Pour comprendre ce qui se passe en anthropologie, avançait-il, il nous faut revenir au point de départ et repenser les questions fondamentales, car les concepts fondamentaux sont fondamentaux, les idées qu'on s'en fait sont profondément enracinées et fermement maintenues. 1968, 11-12. En 1992, Kilani constitua une introduction à l'anthropologie reposant sur l'explicitation des fondements épistémologiques du savoir anthropologique, 1992-1996, 16. On pense encore à la confrontation des modes de recherche de l'anthropologie à la critique épistémologique, conduite par Francis Afergan. Plusieurs ouvrages collectifs sont nés d'un tel projet, comme Construire le savoir anthropologique Afergan et al., 1999, ou Figures de l'humain, les représentations de l'anthropologie, avec Silvana Boruti, Claude Calame, Hugo Fabietti, Mondé Kilani, Francesco Remotti en 2003. Cette dernière initiative eut pour ambition de défendre une discipline désormais réflexive et consciente de ses présupposés épistémologiques, considérant que la connaissance des autres et de leur représentation passe forcément par des procédures d'abstraction, de schématisation et de modélisation, et qu'il s'agit donc pour le chercheur de prendre conscience de cette condition fondamentale de son travail, idem 16. Avec un recul déterminant vis-à-vis de l'acception commune selon laquelle l'anthropologie ne serait qu'une science théorétique, ces auteurs attirent l'attention sur la force poétique de la discipline. Ils appellent ainsi l'anthropologue à la vigilance envers la portée de la recherche, notamment en matière de participation à la construction de références ou de modèles de l'humain. Dans la continuité de ce propos, Afergan 2007 a de même étudié les conditions d'une anthropologie dite cognitive et rencontrant la psychologie. Cette réflexion sur la portée de l'activité scientifique a enfin motivé, chez Christophe Wulff 2013, un retour sur des problématiques classiques de l'épistémologie de l'anthropologie, revues au prisme de l'actualité de la mondialisation. L'application des méthodes des sciences sociales aux nouveaux terrains problématiques a elle aussi fait l'objet d'investigations épistémologiques. L'une d'elles, conduite par Christian Gazarian, parcourt les nouveaux terrains, nouvelles pratiques, nouveaux enjeux à l'épreuve de l'anthropologie réflexive, Gazarian et al., 2002. Évoquant une crise de légitimité des savoirs issus de la discipline, Gazarian revient, 1997, de façon pratique sur les conditions de l'enquête ethnographique, en n'hésitant pas à engager tout autant la réflexion sur l'éthique de la position du chercheur que sur la réception de la particularité de ses apports. Des chercheurs réunis autour de Florence Bouillon, Marion Fresia et Virginie Tallio, 2005a, se sont intéressés aux terrains sensibles comme expérience actuelle de l'anthropologie, en rappelant également la nécessité de la réflexivité, face à la spécificité des difficultés méthodologiques et épistémologiques du terrain anthropologique vis-à-vis de celles partagées par tout chercheur en sciences sociales, depuis le recueil des données jusqu'à leur interprétation et leur restitution. Bouillon et al., 2005b. Une spécificité que Jean-Pierre Dozon qualifie de constitutionnelle à l'ethnologie car souligne-t-il, les terrains ethnologiques ont toujours été des terrains sensibles, 2005-7. Cette recherche à l'épreuve des terrains sensibles a de plus suscité l'intérêt d'un groupe interdisciplinaire composé de sociologues, sociologues cliniciens, anthropologues, démographes et chercheurs en gestion et ressources humaines sous la direction d'Émilie Hennequin 2012. Dans le domaine de la sociologie, une revue d'épistémologie sociologique fut publiée entre 1964 et 1973 par le groupe d'épistémologie sociologique du Centre d'études sociologiques du CNRS. Les représentants majeurs de cette volonté de relecture épistémologique critique de l'histoire de la discipline se distinguent, avec Raymond Aron, Étape de la pensée sociologique, 1967, ou Pierre Bourdieu, Jean-Claude Chamboredon et Jean-Claude Passeron, qui, traitant du métier de sociologue, 1968, ont appelé le sociologue à une vigilance épistémologique, soucieuse de l'évitement de tout ethnocentrisme, que ce soit de classe ou milieu scientifique.
Parmi les présupposés que le sociologue doit au fait qu'il est un sujet social, le plus fondamental est sans doute le présupposé de l'absence de présupposé qui définit l'ethnocentrisme. C'est en effet lorsqu'il s'ignore comme sujet cultivé d'une culture particulière et qu'il ne subordonne pas toute sa pratique à une mise en question continue, que le sociologue est vulnérable. La vigilance épistémologique n'en a jamais fini avec l'ethnocentrisme. La dénonciation intellectuelle de l'ethnocentrisme de classe peut servir d'alibi à l'apostrophe. Ethnocentrisme intellectuel ou professionnel. Idem 100 à 101. On trouve ensuite l'exploration de lieux controversés, par Théodore W. Adorno, qui discute par exemple du rapport de la sociologie à la psychologie, du positivisme ou de l'objectivité en sciences sociales, le conflit des sociologies 1972. Tout comme en anthropologie, on observe souvent que le débat épistémologique rejoint l'approche systémique, interrogeant la portée générale de l'approche scientifique. La construction des savoirs a ainsi été visée par Patrick Vattier, Le savoir sociologique, 2000, 53 et 66, comme dans ses travaux sur la sociologie compréhensive et similienne, 2002 et 2003, qui insistent sur les conséquences théoriques et pratiques de positionnement remontant aux origines des sociologies durkheimiennes, weberiennes et similiennes. Tâchant de discerner quelle sociologie peut renaître de la critique épistémologique, Alain Caillé a quant à lui avancé l'idée d'une sociologie malgré tout, 2015. On note enfin les apports du côté canadien francophone, de Jacques Hamel, Précis d'épistémologie de la sociologie, 1997, et Jean-Philippe Warren, L'engagement sociologique, 2003. Cette vaste littérature permet de dessiner les contours d'une épistémologie des sciences sociales attentive autant à l'histoire et à la place des disciplines, qu'à une réflexivité nécessaire à la théorie de la connaissance et à une pratique du terrain se voulant toujours plus adéquate et éthique. Il convient donc de s'appuyer sur l'approfondissement des questionnements et des connaissances ainsi offerts par l'épistémologie des sciences sociales, pour repenser l'approche des terrains sensibles aujourd'hui. Plutôt que de partir du domaine pratique pour traiter du terrain, ou de partir du domaine théorique pour en rester à la théorie, il s'agit de mener l'investigation sur la relation fondamentale existant entre l'un et l'autre de ces ordres théoriques et pratiques. Bien que la méthode présente des difficultés, et notamment celle de pouvoir clairement rattacher telle méthode pratique à telle orientation théorique, dans un contexte de plus en plus interdisciplinaire, elle comporte pourtant des enjeux autant épistémologiques qu'éthiques, en ce qu'elle consiste en une réflexion sans esquive sur la cohérence de disciplines peinant aujourd'hui à faire reconnaître leur légitimité. Il sera ainsi question d'une épistémologie des fondements théoriques et méthodologiques de l'anthropologie et de la sociologie, qui convoquera au débat les textes des grands auteurs. Ceux-ci seront donc fréquemment cités dans une perspective à la fois scientifique, de précision et d'objectivité, et pédagogique, pour prendre goût à la lecture des textes sources. L'objectif de ce parcours de tendances variées est d'en faire une relecture visant le discernement de leurs apports et de leurs limites, dans la recherche en terrain sensible. Or on verra que cet examen ne peut se faire sans poser la question du point cardinal de la rencontre entre le chercheur et le terrain ici engagé, soit du témoignage. C'est donc sur ce témoignage et ces terrains sensibles que se concentreront les deuxième et troisième parties de l'ouvrage, qui seront l'occasion d'une analyse réflexive de la relation des théories et méthodes des sciences sociales à leur application pratique et éthique aujourd'hui. Partie 1. Épistémologie des fondements théoriques de la sociologie et de l'anthropologie. Chapitre 1. Le projet positiviste de Comte. Parmi les sources fondamentales des sciences humaines et sociales françaises, le positivisme d'Auguste Comte, 1798 à 1857, se doit d'être revu au prisme de l'épistémologie, étant essentiel à la compréhension des enjeux actuels des théories et pratiques scientifiques considérées dans cet ouvrage. Il s'agit par là de revoir les conditions de naissance de la sociologie française, concernant en particulier la Révolution comtienne. L'exploration de cette étape historique, par la relecture des sources, comme de la littérature scientifique à son sujet, constitue en effet une introduction nécessaire au débat qui oppose les grandes tendances qui seront plus loin étudiées. Le cours de philosophie positive, aux sources de la sociologie française. Parmi les nombreuses révolutions majeures que connurent les sciences au XIXe siècle,
L'une d'elles pourrait presque passer inaperçue s'il n'était question de revenir sur toutes les théories, même les plus désuètes, ainsi que l'épistémologie des sciences sociales encourage à le faire pour comprendre les conditions d'existence des connaissances scientifiques. Il s'agit du projet de révolution positiviste d'Auguste Comte, développé au moyen d'un cours de philosophie positive, de 1830 à 1842, et devant conduire à l'avènement d'une sociologie comme science positive, 1830. On note qu'il est à l'origine question d'un cours de philosophie, et non de sociologie qui n'existait pas en tant que tel à l'époque. Comte mobilisa aussi plusieurs concepts pour la fondation, de ce qu'il voulait être une nouvelle science, devant s'élever au-dessus de toutes les autres. Il qualifia tour à tour celle-ci de philosophie positive, de science positive, de physique sociale, et enfin de sociologie positive. La postérité retiendra quant à elle les termes de sociologie et de positivisme, qui prirent au cours de l'histoire des sciences et selon les disciplines des nuances plus ou moins fidèles au sens d'origine. Le plus étonnant est peut-être que les héritiers les plus directs de la tradition positiviste, au sens strict du terme comtienne, revendiquent rarement, du moins explicitement, cet héritage, qui pose en effet certains problèmes épistémologiques. Avant toute approche des sciences sociales, il convient donc de connaître cette thèse positiviste, non seulement parce qu'elle a tant marqué ce champ qu'elle ne peut être ignorée, mais aussi parce que d'autres tendances existent, et que le seul moyen de comprendre en quoi elle s'en distingue est de connaître au préalable ce premier élément. Quelle est donc la teneur principale de la théorie résidant au cœur du positivisme, et qui soulève autant de questionnements? Le principe fondateur de la sociologie positive de Comte était d'inaugurer une forme de physique sociale, consistant à appliquer les règles des sciences naturelles aux phénomènes sociaux, pour établir des lois pouvant les expliquer. Cuvillier 1950-16. La méthode alors préconisée pour cette science était de s'abstenir de toute recherche d'essence ou de cause, pour analyser avec exactitude les circonstances de la production des phénomènes, et les attacher les unes aux autres par des relations normales de succession et de similitude. Comte, 1830, 14-15. La consultation d'un extrait du cours de philosophie positive permet de mieux saisir les ambitions de la démarche. Le mouvement d'ascension de la philosophie positive et le mouvement de décadence de la philosophie théologique et métaphysique se sont enfin tellement prononcés qu'il est devenu impossible de méconnaître la destination finale de l'intelligence humaine pour les études positives, ainsi que son éloignement désormais irrévocable pour ses vaines doctrines et pour ses méthodes provisoires. Cette révolution fondamentale s'accomplira nécessairement dans toute son étendue. Si donc il lui reste encore quelques grandes conquêtes à faire, quelques branches principales du domaine intellectuel à envahir, on peut être certain que la transformation s'y opérera. Idem 17-23. Le texte est on ne peut plus clair sur les ambitions conquérantes de l'initiative. Comte se fixe pour but d'accomplir une révolution fondamentale dans toute son étendue, de conquérir et d'envahir par cette méthode toutes les branches du domaine intellectuel. Idem. Il s'agit aussi de prendre la méthode autant comme moyen que comme finalité de la conquête. Le modèle type de la méthode que Comte entend retenir pour l'étendre aux autres sciences est celui des mathématiques, qu'il affirme être la vraie base fondamentale de toute cette philosophie positive, et comme l'instrument le plus puissant que l'esprit humain puisse employer dans la recherche des lois des phénomènes naturels. Idem 112, car reposant sur l'observation, la systématisation et le recours à l'expérience, d'où est l'apostrophe en face souvent portée sur le caractère expérimental de la méthode comtienne, bien qu'elle ne revienne pas à proprement parler à un empirisme. On peut également retenir des mathématiques mises en valeur par Comte, le principe de classification visant à ordonner les phénomènes selon leur degré d'abstraction. Or ce principe fut exercé par l'auteur dans une théorie de la connaissance plus large, déterminante pour le développement des sciences sociales. Principe et objectif du positivisme de Comte. Comte considérait, comme Darwin 1800-1882, plus tard au sujet des espèces vivantes, de l'origine des espèces 1859, que l'esprit humain était sujet à une certaine évolution suivant une marche progressive, idem 1 à 5. Il pensait encore qu'au cours de cette évolution, on pouvait distinguer 3 états successifs qu'il qualifiait d'états théologiques, métaphysiques et positifs. Cette théorie est d'ailleurs connue sous le nom de loi des 3 états, idem.
Pour expliquer convenablement la véritable nature et le caractère propre de la philosophie positive, il est indispensable de jeter d'abord un coup d'œil général sur la marche progressive de l'esprit humain, envisagée dans son ensemble. Je crois avoir découvert une grande loi fondamentale, à laquelle il est assujetti par une nécessité invariable. Cette loi consiste en ce que chacune de nos conceptions principales, chaque branche de nos connaissances, passe successivement par 3 états théoriques différents. L'état théologique ou fictif, l'état métaphysique ou abstrait, l'état scientifique ou positif. 3 méthodes de philosopher dont le caractère est essentiellement différent, et même radicalement opposé. De là, 3 sortes de philosophie, qui s'excluent mutuellement. La première est le point de départ nécessaire de l'intelligence humaine, la troisième son état fixe et définitif. La seconde est uniquement destinée à servir de transition. Idem. Ainsi, la fondation de la sociologie par Comte semble essentiellement reposer sur un argument d'opposition à la théologie et la métaphysique, entraînant des contraintes restrictives à l'égard d'une interdisciplinarité qui voudrait par exemple associer la sociologie à la philosophie. Or l'étude plus approfondie du positivisme de Comte dévoile de curieux paradoxes. Effectivement, Comte s'en prend avec virulence aux approches théologiques et métaphysiques dans son cours de philosophie positive. Cependant, on remarque aussi que sa position fut parfois plus ambivalente. Il postula par exemple que la philosophie théologique est le point de départ nécessaire de l'intelligence humaine. L'édition de Jean-Marie Tremblay du cours de philosophie positive, qui reprend les notes de M. Dailly, permet aussi le parallèle entre cette proposition et ce que Comte précise au sujet d'une double nécessité de la philosophie théologique, dans un autre texte intitulé « Considérations philosophiques sur les sciences et les savants 1825 ». Nécessaire, dans les 2 sens. C'est celui-là qui s'impose à l'intelligence humaine sous le point de vue physique de la nécessité, c'est-à-dire comme dérivant des lois naturelles de l'organisation humaine, et sous le point de vue moral de son indispensabilité, c'est-à-dire comme étant le seul mode convenable au développement de l'esprit humain. Ibidem. L'approche socio-historique du phénomène positiviste invite de plus à prendre en considération dans le débat le passage de la science à la religion opéré par Comte, via la fondation de l'Église positiviste où il se positionna en grand prêtre et où l'on retrouve sa défunte fiancée, Clotilde de Vaux, 1815 à 1845, en une déesse de l'humanité. Gruber 1893, Aron 1967, dont elle apostrophe. Image similaire à la figure de Marie dans le catholicisme, trône au-dessus d'autels d'inspiration minéo-catholique, minéo-républicaine dans les églises positivistes. Cette religion positive, que Raymond Aron qualifie d'accident biographique, survenu sur le terrain de la naïveté de Comte, Aron, 1967, 122 à 123, connut un certain développement qui fit l'objet de plusieurs études dont celle d'Hermann Gruber en 1893, de Paul Arbus-Bastide en 1979, un numéro de la Revue des sciences philosophiques et théologiques en 2003, et de la thèse de doctorat de Grzegorz W. Sienkiewicz à l'Université de Fribourg en 2009. L'essor le plus conséquent de ce modèle religieux et politique pensé par Comte eut surtout lieu au Brésil, où, comme le montre Arbus-Bastide, la Constitution intègre des arguments positivistes, tandis que le drapeau porte la devise « Ordo e Progresso » du positivisme, et que le positivisme religieux a été pratiqué au point que les formulaires de recensement nationaux mentionnaient encore en 1940 dans la rubrique d'appartenance religieuse l'appellation de positiviste à côté de celle de spirit. 1979, 89 à 97. Or, sur le plan épistémologique, comme l'explique Mary Pickering, 2011-66, cette aspiration de Comte à une religion de l'humanité, plus laïque que métaphysique, suscita la critique, y compris celle des plus positivistes des défenseurs du projet scientifique de Comte, qui y virent un retour contradictoire à ce qu'il avait voulu y conduire. Les enjeux et limites du positivisme lui-même furent également ciblés. Enjeux et limites épistémologiques du positivisme de Comte. Raymond Aron, qui a pourtant accordé à Comte l'une des places centrales de ces étapes de la pensée sociologique, s'attacha à démontrer ce qu'il considérait comme une naïveté du système comtien, tant sur le plan épistémologique, en raison du centrage exclusif sur les mathématiques comme méthode de la sociologie que socio-historique,
au regard de la fondation de la religion positive, 1967, 81 et 122. À y regarder de plus près, le modèle comtien engendra autant de disciples que de sévères critiques. Avant d'en étudier les fruits les plus représentatifs dans le développement des sciences sociales, il convient donc de considérer ce que la critique épistémologique retient à son sujet. Le positivisme, un mythe de la caverne inversée ? D'un point de vue philosophique, premièrement, la proposition de Comte ne peut que surprendre. Au IVe siècle avant notre ère, Platon incitait précisément l'homme à la recherche du vrai à sortir de toute caverne, limitant la quête de connaissance à une simple considération de ce qu'il définissait comme des illusions produites par les apparences du vrai dans le monde immanent. Paradoxalement, on peut retrouver l'esprit de cette quête dans l'intérêt de Comte pour les sciences et surtout les mathématiques, qui constituent selon lui, l'instrument le plus puissant dans la recherche des lois des phénomènes naturels, 1830-112. Mais un paradoxe philosophique émerge de la comparaison des thèses platoniciennes et comtiennes. En effet, tandis que Platon détourne le regard de la matière pour s'interroger sur des dimensions substantielles de la nature des choses, Comte au contraire voit une évolution dans une marche de l'esprit humain, vers une recherche de lois naturelles, non plus ontologiques et axiologiques, mais conditionnées par l'exclusion de toute quête des essences, des causes, et par là de toute théologie ou métaphysique, idem 14 à 15. Ce choix épistémologique a tout autant été adopté dans l'école française de sociologie que rejeté dans d'autres écoles, notamment en philosophie, en métaphysique comme pour d'autres raisons que nous allons découvrir en philosophie des sciences. Évolutionnisme et évolution créatrice, la critique bergsonienne du positivisme. En 1907, Henri Bergson dénonça le renversement de perspective de la théorie de la connaissance ici engagée, en l'imputant à une philosophie évolutionniste. Les termes de l'introduction de l'évolution créatrice jouent clairement sur l'idée de l'inversion de l'allégorie platonicienne, 1907-1948, Vévy. Il faut aussi expliquer le contexte et la portée de cette mise en garde, comme les causes que l'auteur trouve à la situation. Bergson soulève en effet un problème qui n'est pas seulement d'ordre épistémologique, mais fournit des éléments propices à une réflexion sur l'éthique de la recherche. À y regarder de plus près, son propos ne se limite pas à l'histoire des sciences ni à la théorie de la connaissance. Il engage la réflexion sur un thème transversal. L'affirmation de Bergson est que la matière brute ne saurait résumer la nature, et une démarche cognitive se limitant à la seule considération de la matière brute ne saurait donc résumer toute démarche cognitive. Afin d'analyser la posture ici opposée au positivisme, il convient de résumer ce que Bergson expose dans l'évolution créatrice, où il pose avec clarté les termes d'une problématique nodale. L'histoire de l'évolution de la vie laisse déjà entrevoir comment l'intelligence s'est constituée par un progrès ininterrompu. Elle nous montre une adaptation de plus en plus précise de la conscience des êtres vivants aux conditions d'existence. De là devrait résulter cette conséquence que notre intelligence est destinée à assurer l'insertion parfaite de notre corps à son milieu, à se représenter les rapports des choses extérieures entre elles, enfin à penser la matière. Mais de là devrait résulter aussi que notre pensée, sous sa forme purement logique, est incapable de se représenter la signification profonde du mouvement évolutif. Autant vaudrait prétendre que la partie égale le tout. Pourtant, la philosophie évolutionniste étend sans hésitation aux choses de la vie les procédés d'explication qui ont réussi pour la matière brute. Elle avait commencé par nous montrer dans l'intelligence un effet local de l'évolution. Et voici que tout à coup, oubliant ce qu'elle vient de nous dire, elle fait de cette lanterne manœuvrée au fond d'un souterrain un soleil qui illuminera le monde. Hardiment, elle procède avec les seules forces de la pensée conceptuelle à la reconstruction idéale de toute chose, même la vie. Faut-il donc renoncer à approfondir la nature même de la vie ? Faut-il s'en tenir à la représentation mécanistique que l'entendement nous en donnera toujours ? Représentation nécessairement artificielle et symbolique, puisqu'elle rétrécit l'activité totale de la vie. La ligne d'évolution qui aboutit à l'homme n'est pas la seule. Sur d'autres voies divergentes, se sont développées d'autres formes de conscience, c'est, à travers notre intelligence, que nous regardons encore les autres formes de la conscience. Là résident certaines puissances complémentaires de l'entendement,
qui s'éclairciront et se distingueront quand elles s'apercevront elles-mêmes à l'œuvre, pour ainsi dire dans l'évolution de la nature. C'est dire que la théorie de la connaissance et la théorie de la vie nous paraissent inséparables l'une de l'autre. Ibidem vivi. Ces lignes soulèvent précisément une série de questions conduisant au problème fondamental de ce que Philippe Capelle-Dumont, 2016-17, considère comme une alternative entre science et métaphysique, et dont Bergson appelle à sortir. Bergson procède en effet à une critique de l'évolutionnisme de Spencer, 1907-1948, 362 et SQ, dévoilant le point d'orgue d'une analyse visant finalement la fonction propre de la philosophie. Telle nous paraît être la fonction propre de la philosophie. Ainsi comprise, la philosophie n'est pas seulement le retour de l'esprit à lui-même, la coïncidence de la conscience humaine avec le principe vivant d'où elle émane, une prise de contact avec l'effort créateur. Elle est l'approfondissement du devenir en général, l'évolutionnisme vrai, et par conséquent le vrai prolongement de la science. Idem 368 à 369. Soulignons l'intention bergsonienne de rendre sa perspective ontologique au débat, à travers la critique de la pensée mécaniste alors qualifiée d'illusion mécanistique. Cette illusion fait l'objet d'une critique récurrente de l'auteur, qui la présente comme conduisant à une représentation nécessairement artificielle et rétrécissante, idem, vie et 172 à 369. Cette remise en cause survient lorsque Bergson en vient à poser la question du temps, qui révèle selon lui à quel point le procédé mécaniciste est inopérant à expliquer certains éléments de la vie, Ibidem 37. Comme le remarque Capelle-Dumont, c'est en considérant un élément lié à celui du temps, à savoir la durée, que Bergson amorce les points les plus décisifs de ce que Kuhn aurait appelé l'expérience cruciale, ouvrant à un changement de paradigme. Madeleine Barthélemy-Madolle précise à quel point cette question de la durée est nodale chez Bergson. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.